Salut les pingouins! Dans cet épisode, je continue la plomberie et je vais m'occuper de l'alimentation en eau pour ma douche, pour mon lavabo, pour l'évier là-bas à la cuisine et aussi pour le futur électroménager, lave-linge et lave-vaisselle. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! La première arrivée d'eau qu'on va s'occuper, c'est celle de la douche, donc on va déjà enlever la colonne. Donc ici on voit qu'on a nos arrivées qu'on avait fait donc au moment où on a fait la colle et le travertin. On a un épisode dédié sur la platine parce qu'on avait des gros soucis, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse aller voir. Et puis sinon la vidéo où on installe le panneau de Weddy derrière, pareil on passe nos tuyaux, voilà, on explique un petit peu plus l'histoire de la platine. Donc on a deux sorties en 20-27 femelles qui sont un petit peu derrière le carreau, et côté douche on va avoir des flexibles en inox femelles. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un mâle qui ressort pour qu'on puisse se visser dessus. Les sorties de douche généralement elles ont un anthrax de 150 qui est fixé et qui permet de venir mettre des robinets qui ont aussi une anthrax fixée. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits raccords excentrés comme ça. Comme ils sont excentrés, en fait on peut venir jouer si jamais l'écartement n'est pas tout à fait bon par rapport au robinet qu'on veut mettre. On peut écarter un petit peu. Et pareil, si on veut s'aligner par rapport au sol pour être de niveau, alors que la platine n'est peut-être pas forcément fixée de niveau, on peut jouer grâce à l'anthrax, visser un peu plus, un peu moins, et du coup se mettre plus ou moins en biais, enfin rattraper le biais pour être droit. Bon, nous de toute façon, tout ça va se retrouver derrière, comme nous c'est une colonne de douche, donc c'est pas très important, mais on utilise quand même des raccords excentrés parce qu'on va en profiter pour les ramener au maximum vers l'intérieur, parce qu'en fait la colonne de douche qu'on a est pas très large et on est un petit peu juste, en fait ça vient juste recouvrir les trous. Donc comme ça, en venant se mettre un peu plus au milieu, on a un peu plus de place pour venir visser et puis on n'est pas complètement au bord. On a deux filetages qu'on veut rendre étanches l'un avec l'autre, donc là aussi soit filasse soit téflon pour faire étanchéité. Alors comme une fois qu'on aura la colonne de douche devant, ça va être un petit peu dur de voir si on a des fuites, notamment des gouttes à gouttes par en dessous là, parce que si jamais j'ai pas mis ce téflon ou pas assez serré. Donc ce que je vais faire avant de remettre la colonne de douche, je vais mettre un bouchon avec un petit joint et puis je vais aller mettre en pression ce côté là, et après je mettrai en pression aussi ce côté là et je vais vérifier, voilà, je vais laisser 10 minutes en place pour vérifier qu'il n'y a pas de petite fuite, de petites gouttes à gouttes. Bon, c'est bon, on n'a pas de fuite, donc on va pouvoir brancher, en faisant attention de brancher le flexible d'eau chaude à gauche et le flexible d'eau froide à droite, vu que c'est la norme, et comme ça au moins on n'a pas de questions à se poser. Et puis là on met pas de téflon parce que sur nos raccords flexibles on a un petit joint, donc c'est ça qui fera l'étanchéité. Pour les deux tuyaux d'arrivée au niveau de la douche, c'est bon, maintenant on va passer à la suite. Donc ici là, on a 4 tuyaux qui arrivent, donc on avait passé il y a longtemps dans la salle de bain pour que ça reste apparent et accessible, et qu'il y en a une partie quand même qui passe derrière les cloisons au niveau de la douche. Donc là ce qu'on a, c'est que les deux tuyaux du haut, c'est un eau chaude, un eau froide. Il y en a une partie qui va permettre d'alimenter ce petit lavabo là. Et ensuite ça va repartir avec le même tuyau en fait jusqu'au niveau de notre évier pour avoir l'eau chaude, l'eau froide à l'évier. Donc il faut qu'on mette un petit système comme ça en T sur nos deux tuyaux pour qu'on puisse d'un côté aller au lavabo et de l'autre repartir et continuer notre chemin jusqu'à l'évier. Et au bout de notre tuyau multicouche, on va mettre une petite pièce comme ça. Donc d'un côté on a un raccord à sertir multicouche classique et de l'autre c'est un système à pas de vis, donc on va pouvoir venir mettre un petit robinet si on veut et puis ensuite venir mettre nos flexibles pour aller jusqu'au robinet du lavabo. Et en fait il y a une petite patte avec deux trous pour les vis qui permettent de venir se visser contre le mur, donc ça va être bien propre, il y a le tuyau qui va arriver et puis on aura ça de fixer vraiment au mur correctement. Donc bien faire attention eau chaude à gauche, eau froide à droite, comme pour le reste. Et puis là, ce qu'il me faudrait, c'est que je fixe les petits crochets pour tenir les tuyaux au mur, parce que suivant comment je les fixe, ça modifie un peu la hauteur, l'écartement et tout ça, donc si je veux faire propre, il faudrait que ça soit fixé. Normalement le système c'est de percer un trou, mettre une cheville
et puis venir mettre une vis pour fixer le crochet. Mais il y a un truc qui me plaît pas en faisant ça, c'est que du coup moi je vais percer le carreau et je vais aller percer l'étanchéité qu'il y a derrière avec notre date d'étanchéité. Et bah ça me plaît pas trop, on a passé beaucoup de temps à tout faire étanche, donc j'ai pas envie de faire tout plein de trous là, à ce niveau là, avec des risques qu'il y ait des infiltrations d'eau, même si bon là c'est pas la partie douche, on sait jamais s'il y a une fuite de robinet ou autre, j'ai pas envie que ça suive le pas de vis et que ça vienne pourrir derrière, on sait jamais, je préfère être prudent. Donc j'utilise de la colle en cartouche. J'ai fait des essais sur une chute de travertin pour être sûr de deux choses. Bah, déjà que ça tienne bien, que ce soit solide, donc là il n'y a pas de souci, il faut quand même bien attendre 24-48 heures, mais après c'est vraiment très solide, et puis de toute façon une fois que le tuyau est en place, il n'y a quasiment pas de force dessus, donc vraiment ça m'inquiète pas. Donc je vais mettre un paquet de colle derrière le petit crochet là, et puis je l'appuie, je racle bien pour éviter les débords de colle. Et la deuxième chose que je voulais vérifier, c'est pour ça que j'ai fait des tests, c'est que ça fasse pas de taches un peu dégueulasses sur le travertin, comme c'est poreux, s'il y a du gras ou des choses, ça aurait pu absorber puis faire une auréole tout autour. Donc là ça le fait pas a priori, donc c'est propre, donc ça me plaît. Donc je vais partir comme ça, et comme il faut attendre 24-48 heures et que j'ai pas envie d'avancer 5 minutes par jour, maintenant que là je sais comment ça se passe, je vais tracer des repères pour tous les autres tuyaux, pour les 4, et donc je vais coller tous les crochets qui partent ici là pour la salle de bain. Comme ça sera fait, je vais attendre 2 jours et ensuite je pourrai continuer. Donc là les alimentations pour le lavabo eau chaude eau froide sont en place. Donc j'avais juste mis 2 petits morceaux de tuyaux pour être bien aligné justement entre les fixations, l'arrivée du tuyau de l'autre côté, pour que je sois sûr d'être sur le bon plan quand je fixe mes 2 alimentations. C'était important que je mette les fixations du multicouche avant de mettre ça, parce que suivant la hauteur de mes fixations, ça détermine aussi la hauteur de mes alimentations, parce que moi je veux qu'elles arrivent à 60 cm du sol. C'est ce qui est conseillé parce que les plans de travail ça va être autour de 80-90 cm. Donc ça laisse 20-30 cm de tuyaux flexibles pour venir se mettre sur la sortie d'alimentation. Quand je remettrai le lavabo et tout ça, je vais pas directement venir fixer mes flexibles d'alimentation sur mes arrivées ici. Je vais mettre une petite vanne comme ça, qui sont recommandées pour tout ce qui est justement le lavabo et puis lave-vaisselle, lave-linge, etc. Donc ça vient se visser dessus. Et le gros avantage c'est qu'on a un robinet directement dessus pour couper la sortie. Donc entre les 2 pièces, ça va être un raccord filasse, téflon ou autre. Mais par contre pour venir mettre le flexible sur cette partie là, on va pouvoir mettre un joint. Donc c'est quand même plus pratique quand on change un robinet, quand il y a une petite fuite ou autre, de juste venir enlever ou mettre un joint plutôt que d'aller chercher la filasse, le téflon ou autre. Voilà, même si j'ai besoin d'intervenir, je suis pas obligé de couper toute la ligne. Là moi plus tard je vais vers l'évier. Si j'ai un problème sur le lavabo, je coupe ici puis mon évier est toujours alimenté. Donc c'est bien d'avoir des vannes à chaque sortie. Donc elles sont chromées, elles sont un peu jolies, sauf que moi je m'en fiche, ça sert à rien parce que de toute façon elles vont pas se voir, il y aura les meubles devant à chaque fois ou l'électroménager devant, donc ça ne sert à rien. Et le défaut en fait de ces vannes, c'est que le petit truc papillon là, c'est en plastique. Moi je les avais laissés dans la cabane entre le moment où je les ai achetés puis le moment où je les mets maintenant. Et le plastique a dû prendre un peu trop le froid, il est cassant, et voilà, sur celle-là je l'ai cassé, juste j'ai fait une fois pour vérifier que le système marchait, et ça m'est resté dans les mains, donc c'est pas top du tout, et celle-ci elle est prête à casser aussi. Donc là moi je vais pas garder ça, je vais plutôt mettre à la place des vannes normales de plomberie. Déjà c'est beaucoup moins cher, et puis je pense que c'est beaucoup plus solide une petite vanne papillon que ces petites vannes qui sont censées être un peu jolies mais qui sont pas si jolies que ça déjà je trouve, et qui sont surtout beaucoup plus fragiles. Alors là maintenant ce que je vais devoir faire c'est l'angle à 90 ici dans la salle de bain, sachant que c'est ici que je vais avoir le rayon de courbure le plus faible possible, histoire de pas perdre de place, et plus tard quand je vais venir faire un meuble, que je puisse venir mettre un pied au plus près, que ça m'embête pas trop, que ça me perde pas trop de place dans les placards, déjà que la salle de bain est petite. Et donc c'est vraiment pour cet endroit là que je voulais une cintreuse arbalète, parce que ça permet de faire un rayon de courbure beaucoup plus prononcé que si je le faisais à la main, et avec beaucoup moins de risque d'avoir une pliure, une cassure. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre un coude à 90 serti, c'est ce qui m'aurait pris le moins de place, donc c'était intéressant, mais ça fait un raccord de plus, donc déjà ça faisait 4 raccords à mettre là ici, vu que j'ai 4 tuyaux à passer, donc ça fait déjà un peu d'argent comparé à l'arbalète que je m'étais bricolée ou celle-ci qu'on me prête, et puis ça fait des points de fuite à chaque fois, des risques, même si normalement serti, si c'est fait comme il faut, il n'y a pas trop de risques. C'est quand même plus risqué que d'avoir le morceau de tuyau qui continue dans sa lignée sans interruption quoi. Donc là ça risque d'être un petit peu compliqué, comme mon tuyau est pris de ce côté là et puis de ce côté là aussi dans le mur. J'ai pas beaucoup de place, il est déjà un petit peu courbé, donc pour calculer exactement
où je dois me positionner ici sur la cintreuse par rapport aux marques, histoire d'avoir un angle vraiment bien positionné. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de me débrouiller pour que ce soit le plus propre possible. Mon côté salle de bain, tout est bon, c'est bien fixé, c'est coupé à la bonne longueur. Donc là, il faut que je continue en allant vers le coin cuisine, l'évier et puis les appareils électroménagers. Donc là, c'est un peu plus simple parce que je vais mettre les mêmes types de fixations, sauf que là, je vais pas mettre de colle, je vais mettre une vis à bois dans le lambris comme il est assez épais. J'en mets à peu près tous les 1m20. 1m50, après ça dépend, je répartis sur les murs pour que ça soit à peu près équilibré. Et je vais avancer comme ça, faire pareil à 90 degrés propre avec la cintreuse dans l'angle, comme ça ça va pas trop gêner quand je vais mettre plus tard la cuisine avec les différents caissons. Je devrais normalement pas avoir besoin de retoucher les caissons pour passer mes tuyaux derrière, donc c'est pas mal. Un truc à faire attention aussi, c'est que les tuyaux soient quand même plus bas que les prises. Si jamais il y a la condensation parce qu'il y a de l'eau chaude, de l'eau froide dans les tuyaux, si c'est au-dessus ça risque de tomber dans la prise. Donc là ça va plutôt tomber en bas s'il y a quelques gouttes, donc voilà, une petite sécurité. Et puis faire attention aussi, comme c'est des prises, elles peuvent avoir besoin de descendre un petit peu si c'est un gros fil épais, notamment pour le four. Donc faire attention quand même que les tuyaux soient bien plus bas pour pas que ça gêne. Donc maintenant il faut que je cintre mes tuyaux. Là c'est un petit peu plus simple que dans la salle de bain parce que j'ai un côté qui est libre. Alors l'idée c'est de mesurer à quel endroit on veut que l'axe vienne une fois qu'on aura cintré à 90 et faire une petite marque vraiment à l'endroit de l'axe. Donc là je sais qu'il faut qu'il vienne à 26 l'axe par rapport à mon crochet, mon accroche. Et là si je prends par rapport à l'autre, on est à 69. Donc pour trouver où est le trait, là, vu que j'ai le mur, je peux pas vraiment m'aligner et puis tracer comme ça. Je prends tout simplement la mesure entre ici et le mur, et puis je déduis là l'écart de mon crochet pour trouver vraiment l'axe précis. Et ensuite sur la cintreuse, donc il y a deux petites marques, deux petits repères sur la matrice de cintrage. Et alors là, vu que moi j'ai mesuré de ce côté-là, il faut que je vienne dans la marque de gauche. J'ai mesuré du côté droit, donc je me mets dans la marque gauche et inversement si je suis dans l'autre sens. Il n'y a pas de repère quand on est pile à 90, mais ça se voit à peu près à l'œil. Et puis moi je vais souvent un coup de plus parce que comme c'est un peu rigide, le multicouche ça a tendance à se redéfaire après. Mais bon. Après on peut venir finir à la main pour se mettre comme il faut. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais continuer comme ça pour les 4 autres. Et par contre je me suis rendu compte que 1 mètre c'est un peu faible je trouve entre les crochets. Donc là je vais en mettre 20 cm là dans les angles. Et puis le reste, je pense que je vais mettre à peu près 40-50. Parce que sinon les tuyaux ont tendance à pas être très droit, c'est pas très esthétique. Et puis ça balance un peu, c'est pas top, je trouve. Bon, la fixation avance et puis là j'arrive au moment où il faut commencer à remonter pour l'évier. Alors ça va pas mal en mettant un peu plus de crochets, mais vu que c'est en couronne à la base et qu'on déplie, qu'on a passé dans plein d'endroits etc, ils sont un peu tout courbé vu qu'il garde quand même assez la forme et tuyaux multicouches. Donc c'est pas ultra esthétique, mais en passant un petit peu de temps, on arrive à les redresser, à les faire à peu près droits. Alors moi ça me dérange pas trop parce qu'au final ils sont pas apparents, ils sont devant le lambris, mais là il y aura les éléments de cuisine, dans la salle de bain il y aura des meubles aussi, donc ils vont pas vraiment se voir au final. Mais si jamais vous les passez dans des endroits vraiment visibles qui vont rester apparents tout le temps, il existe à part les couronnes, des grandes barres de 2 mètres qui sont là bien toutes droites. Donc évidemment ça fait plus de raccords à faire qu'une grande couronne de 20 mètres on peut faire en une fois. Mais par contre c'est un peu plus droit. Et sinon l'autre solution c'est des petites machines qui existent avec des espèces de roulements. Et en fait on vient passer le tuyau tout tordu dedans, on tire fort et ça le redresse et après il est beaucoup plus beau, beaucoup plus droit. Donc là je repasserai un petit peu de temps quand tout sera fixé pour vraiment essayer de remettre tout droit au maximum pour que ce soit le plus esthétique possible. Même si c'est derrière, j'aime que ce soit du bon boulot donc voilà, je passerai un peu de temps là-dessus. Donc là il faut que je remonte pour l'évier et je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, donc je suis complètement dégoûté. Quand j'ai coupé ces deux là je pensais que c'était pour l'évier donc qui remontait ici, donc j'avais assez de tuyaux, sauf que en fait ces deux là ils doivent aller plus loin pour la machine à laver notamment, donc je vais être obligé de faire un raccord alors que normalement j'avais assez de tuyaux, j'avais tout calculé pour avoir assez de tuyaux pour pas faire de raccord, ça aurait pu être pire. Parce que les meubles de cuisine en fait vont s'arrêter ici, donc ce qui fait que cet endroit là il y aura ici de la vaisselle, donc ça reste quand même visitable assez facilement, bien plus que derrière les éléments de cuisine. Là j'aurai juste le lave-vaisselle à retirer, puis je pourrais vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Si jamais il y a un problème je pourrais aussi changer assez facilement. Donc là je vais remonter mon eau froide et mon eau chaude ici, parce que donc on a le caisson de l'évier qui est pile ici.
Donc voilà, j'ai remonté à peu près au milieu. Et puis là, donc là, il faut que j'aille acheter des raccords parce que bah, du coup, j'avais pas prévu, donc j'en ai pas. Et ensuite, je rallongerai pour venir donc ici pour le lave-vaisselle et là, à peu près pour la machine à laver. Donc c'est pareil, je mets la même chose que pour le lavabo. D'un côté, ça serre-tire et de l'autre, on a un pas de vis. Donc après, je viens de mettre ce que je veux et avoir une petite vanne. Et pareil, positionné à 60 pour l'évier au chaud d'eau froide et puis à 60 pour les deux machines. Mon arrivée pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Alors pourquoi j'en ai fait deux? C'est à cause de ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. C'est comme je vais avoir des mixtures thermostatiques qui vont alimenter en eau chaude le lave-linge et le lave-vaisselle. Je vais pouvoir avoir deux températures différentes parce que je ne veux pas forcément laver mon linge à la même température que la vaisselle. Par contre, je les ai mis à côté alors qu'il y aura en gros le lave-vaisselle ici et le lave-linge ici. Tout simplement parce que si je faisais monter celui de mon lave-vaisselle ici, pour les tuyaux d'évacuation, c'était un peu le bordel, ça me plaisait pas trop, il fallait que je passe dessus, dessous, donc pas top. Et bon, là au final, ça restera accessible et de toute façon, il faut pas y aller tous les jours derrière. Quand j'ai besoin de brancher le lave-vaisselle ou de débrancher, il faudra juste que je retire un petit peu la partie de lave-linge aussi, mais c'est pas très grave, ça va être quand même assez accessible. Donc là, j'ai aussi fait mon petit raccord quand je me suis planté sur la coupe. Et puis là, j'ai fait donc, ce qu'on appelle un chapeau de gendarme, donc pour passer devant un objet. Donc là, ça va être mon tuyau d'évacuation. Bon alors, je vais pas filmer comme j'ai fait, puis j'ai pas fait les explications, mais je vous conseille une vidéo de LJVS où il explique vraiment comment tracer les pures, etc., comment prendre les cotes pour faire un très joli chapeau de gendarme. Moi, c'est cette vidéo que j'ai regardée pour faire celui-là. Donc voilà, je vous renvoie là-bas si vous voulez faire la même chose. Donc là, toutes mes arrivées sont en place, j'ai toutes mes courbures, j'ai toutes mes fixations. Donc je vais sertir mes petites rallonges là et puis toutes les arrivées partout. Et c'est là que c'est assez intéressant le sertissage parce que en fait, je peux faire toute mon installation vraiment pile poil sans passer par l'étape sertissage au fur et à mesure. Et du coup, voilà, si on veut pas acheter une sertisseuse manuelle ou même une sertisseuse comme ça électrique qui coûte quand même vraiment assez cher, on peut en louer une pour un week-end, pour une journée. C'est entre 50 et 100 €. Donc ça peut être une solution intéressante pour éviter de dépenser de l'argent à acheter des machines qui, une fois que la plomberie sera finie, ne serviront plus. Je vais installer mes vannes papillons à chacune de mes sorties. Alors on voit que si je mets la vanne ici, ça ressort quand même pas mal du mur. Ça, il faut faire attention par rapport aux caissons de cuisine qu'il va y avoir et ce qu'il va y avoir dedans. J'ai pris les caissons et le plan de travail, j'ai mis en place pour voir combien j'avais d'espace derrière. J'ai à peu près 10 cm, donc c'est pas mal. Ça me permet donc déjà de mettre mes petites vannes papillons sans problème, de passer mes tuyaux sans problème, sans me poser de questions. Et puis même au niveau de l'évacuation et mon chapeau de gendarme, là je suis à 8 cm, donc j'ai encore 2 cm de marge par rapport à où vont venir mes caissons. Je vais pouvoir fermer et je vais pouvoir mettre en pression mon circuit et vérifier qu'il n'y a pas de fuite nulle part au niveau des raccords ou autre. Donc je vais laisser 24 heures au moins en pression et bien surveiller partout. Bon, ça y est, j'ai laissé 24 heures en pression et j'ai vu des fuites nulle part, donc ça c'est top. Et puis un petit truc qui est bon à savoir, c'est que quand on ferme la vanne et qu'on met en pression la première fois, le tuyau il est rempli d'air. Donc c'est bien d'ouvrir la vanne, de laisser couler l'air en trop, un petit peu d'eau et ensuite de refermer parce que c'est beaucoup plus simple de voir une fuite d'eau qu'une fuite d'air. Même si de toute façon, s'il y a une fuite, l'air va s'évacuer et ensuite il y aura de l'eau. Voilà, moi je préfère quand même vider les tuyaux et être sûr qu'il y a de l'eau partout, que c'est sans pression qu'avec de l'eau. Donc voilà ce que ça donne quand on vient connecter les équipements. Donc c'est les raccords flexibles qu'on vient visser dessus. Là j'ai rajouté des petits coudes parce que j'étais un tout petit peu trop court. J'avais des coudes comme ça, donc c'était plus simple de mettre un coude comme ça plutôt que d'aller acheter un autre flexible. Bon, du coup c'est pas ultra élégant parce que c'est pas parallèle, mais bon, une fois que le placard est fermé, ça se voit plus, donc ça va. Et donc là ce sera super pratique si un jour je dois intervenir sur le robinet, j'ai juste à fermer mes deux vannes. Voilà, et puis là je peux changer mon robinet, changer les flexibles, et ensuite j'ai juste à rouvrir mes vannes. Et attention, premier test. Ça fonctionne nickel, donc trop content. Bon là par contre il n'y a pas l'évacuation, donc j'ai fermé puis je mets la casserole au fur et à mesure pour enlever, mais voilà, au moins ça fonctionne sans problème, donc je suis super content. Et du coup ça veut dire que la plomberie est terminée. Maintenant que toute la partie alimentation en eau est terminée, je vais pouvoir faire deux petites choses au niveau des nourrices. Premièrement, c'est mettre des bouchons aux endroits où les vannes ne sont pas utilisées. Parce que même si la vanne est fermée, on sait jamais, si jamais on l'attrape en passant, vu qu'en plus c'est assez étroit, on est sûr de ne pas se retrouver avec 3 litres d'eau par terre. Donc voilà, jeter un petit bouchon avec un petit joint, ça sécurise. Et maintenant que je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite, j'ai plus besoin de resserrer certaines parties. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois où j'ai du téflon qui dépasse un petit peu, je vais pouvoir le couper, l'enlever et du coup ce sera beaucoup plus propre. Parce que de toute façon, ce qui dépasse, ça sert à rien vu que c'est à l'extérieur, c'est pas ça qui rend étanche, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur au niveau du filetage qui rend étanche. En fait là il y a déjà le chauffe-eau qui est branché et qui fonctionne, et donc vu que je viens de finir toute la partie alimentation en eau froide et en eau chaude, ça veut dire que la douche elle marche. Donc voilà, je vais vous montrer parce que je suis trop content que la douche marche. Attention, et il y a de l'eau chaude là. Oh.
pas que je défonce le micro. Et franchement, c'est plutôt une étape que j'ai bien aimée. Ça se travaille tranquillement, il n'y a pas trop de questions de colle ou de trucs qui sèchent rapidement. Même si de temps en temps il y a des fuites et que c'est chiant, tant qu'on regarde au fur et à mesure et qu'on fait attention, bah ça va. Même s'il y a une fuite, on coupe l'eau et on refait. Il y a juste un petit peu d'eau par terre, donc c'est pas très grave. En plus, c'est vraiment cool de commencer à avoir de l'eau dans la maison, donc c'est ultra excitant et ultra motivant d'avancer là-dessus. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement dans le thème plomberie, évacuation ou l'eau chaude. Si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je poste déjà des photos assez régulièrement de l'avancement du chantier, et puis aussi je fais des stories au fur et à mesure sur le chantier, voilà, pour vous montrer vraiment en temps réel les galères, les avancées du chantier. A bientôt les pingouins. C'est un lavabo putain, 4 fois. Alors ce qui est bien, ça filme ou pas? Si je crève pas. Voilà, bon déjà faut que j'arrive à dévisser. Oh chier putain de merde, tiens. Voilà, bon on y va, je crois que j'ai tout dit.